Passons donc à présent à l'obligation de protéger. Une tendance qui s'impose à l'heure actuelle, c'est que l'observation des droits de l'homme ne suffit pas, en d'autres termes, qu'elle ne s'épuise pas dans leur seul respect, dans leur seule observation passive. Si cette obligation représente certes une exigence nécessaire, elle n'est pas suffisante pour autant. En d'autres termes, à l'attitude passive des pouvoirs publics impliquant une abstention de leur part, cet effet des droits de l'homme qui constitue un aspect important de la garantie de ces droits, eh bien, le constat signifie que cet aspect est simplement partiel. Il est seulement une partie, une facette de l'accomplissement des droits de la personne humaine. En d'autres termes, une attitude plus active, proactive, impliquant une obligation concrète de protéger, alors de manière active, positive, les droits de l'homme, vient compléter celle liée au devoir de les respecter. Je reprends l'exemple que nous avons vu il y a un instant avec le droit au logement au sens du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La garantie de ce droit, le respect de ce droit ne suffit bien souvent pas à protéger les personnes déjà logées. Elle implique aussi, et peut-être même préalablement, que les personnes qui sont en quête d'un toit puissent effectivement trouver, accéder à un logement. Les droits de l'homme, dans cette vision de protection, vont alors de pair avec l'adoption de mesures institutionnelles d'une nature très différente, liées à celle de leur respect, des mesures qui visent à créer des conditions cadres, comme on dirait, à mettre en place véritablement des politiques publiques en vue de satisfaire les besoins les plus élémentaires, en particulier de la personne humaine. L'obligation de protéger, historiquement, a souvent été associée et même assimilée aux droits sociaux parce que la réalisation de garanties comme celle-ci ne peut pas se contenter d'une simple politique d'abstention, de laisser faire. Ça ne suffit pas. Mais notez que le constat joue aussi pour les libertés ou pour les garanties de l'état de droit, qui sont des droits dits de la première génération, comme nous l'avons vu l'autre jour. Par exemple, le droit d'accéder à un tribunal indépendant et impartial, implique un ensemble de garanties, certes élémentaires, de l'état de droit, mais des garanties qui doivent être mises en place à travers l'instauration, la création, l'entretien et le fonctionnement effectif d'un système judiciaire performant, ce qui implique l'adoption de mesures, souvent d'ailleurs coûteuses, par les pouvoirs publics. L'édification d'un bâtiment, la mise en place d'infrastructures, la formation et l'entretien du personnel judiciaire, d'un personnel de haute qualité, des mesures de contrôle liées à l'efficacité et à l'indépendance de la justice, tous ces aspects liés à un droit pourtant dit de la première génération ne découlent pas d'une simple obligation de respecter, elles passent bien plus par l'adoption de mesures proactives. Un autre exemple, l'interdiction de la torture implique de nos jours, nous l'avons vu, d'après la jurisprudence, une obligation d'enquêter. Eh bien, l'obligation d'enquêter en cas de soupçon de violation de l'interdiction de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants suppose la mise à disposition d'enquêteurs indépendants disposant des compétences adéquates. Voilà pourquoi la conception contemporaine des droits de l'homme, c'est un mouvement qui est encore en cours, distingue de moins en moins les obligations attachées à ces droits en fonction des catégories générationnelles ou des modalités historiques qui ont conduit à leur consécration. Au fond, la vision contemporaine des droits de l'homme consiste à dire que tous ces droits impliquent, certes à des degrés divers, une obligation de respect et aussi une obligation de protection. Une obligation de respecter et une obligation de protéger à la charge des pouvoirs publics. Je prends un exemple emprunté à un arrêt relativement récent, mais déjà célèbre, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire
concernant la Suisse, jugée le 13 juillet 2006, qui mettait en cause l'impossibilité pour un homme âgé d'entreprendre les mesures d'expertise scientifique en vue de déterminer le lien de filiation avec son père présumé. L'intéressé invoquait devant la Cour de Strasbourg une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans cette affaire, la Cour s'est exprimée dans ces termes, je cite, « Si l'article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'État de s'abstenir de pareilles ingérences. À cet engagement négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée et familiale. Celles-ci peuvent impliquer la prise de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l'État au titre de l'article 8 de la Convention ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Pour déterminer si une telle obligation existe, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu. Dans les deux hypothèses, l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation. Nous voyons sur la base de cette citation se dessiner une formule un petit peu plus large selon laquelle l'obligation de respecter et l'obligation de protéger les droits de l'homme sont deux de leurs effets qui n'impliquent pas, ou plutôt qui n'impliquent plus de nos jours, de véritables distinctions entre les libertés et les droits sociaux. Je prends un autre exemple. Il s'agit d'une affaire jugée le 9 octobre 1979, à nouveau par la Cour européenne des droits de l'homme, et qui, dans ce cas de figure, portait sur l'impossibilité pour une femme, faute de moyens financiers, d'accéder à la justice irlandaise pour entreprendre une procédure de divorce. Dans cette affaire, la Cour s'exprime dans ces termes. Je cite, « La Cour n'ignore pas que le développement des droits économiques et sociaux dépend beaucoup de la situation des États et notamment de leurs finances. D'un autre côté, la Convention européenne des droits de l'homme doit se lire à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui et à l'intérieur de son champ d'application, elle tente à une protection réelle et concrète de l'individu. Or, si elle énonce pour l'essentiel des droits civils et politiques, nombre d'entre eux ont des prolongements d'ordre économique et social. La Cour n'estime donc pas devoir écarter telle ou telle interprétation pour le simple motif qu'à l'adopter, on risquerait d'empiéter sur la sphère des droits économiques et sociaux. Nulle cloison étanche ne sépare celle-ci du domaine de la Convention. Un autre aspect lié aux effets juridiques que déploient les effets des droits de l'homme concerne leur champ d'application personnel. Nous l'avons vu, les droits de la personne humaine ont été conçus historiquement pour limiter l'action de l'État ou pour inviter l'État à intervenir en vue de protéger les plus faibles, les plus vulnérables. En d'autres termes, le destinataire privilégié des droits de l'homme, le sujet passif, en quelque sorte, de ces garanties, eh bien, c'est l'État, l'ensemble des pouvoirs publics. De nos jours, on constate que si l'État reste, certes, un destinataire naturel, privilégié des droits de la personne humaine, il n'est plus aujourd'hui le destinataire exclusif de ces garanties. Notamment parce que des atteintes aux droits de l'homme peuvent aussi émaner de particuliers, par exemple dans le cas d'une atteinte au droit à la vie, à l'occasion d'un meurtre ou d'un assassinat. Dès lors, la question se pose, est-ce que les droits de l'homme peuvent aussi s'appliquer aux relations privées? Je dis bien aussi, il n'est nullement question de renier que les droits de l'homme restent applicables aux relations
individu-État, mais est-ce que leur champ d'application n'est pas en quelque sorte plus large et peut, à certaines conditions, gouverner également des rapports de droit privé lorsque des atteintes à ces droits peuvent émaner de particuliers? Cette question est une question qui a été abondamment débattue au niveau du droit interne, du droit national à propos des droits fondamentaux. Elle se pose aujourd'hui également à propos du domaine des droits de l'homme. L'une des réponses qui est donnée à cette question aujourd'hui, c'est de s'orienter, avec certaines nuances toutefois, dans un sens favorable à la reconnaissance d'un effet dans les relations de droit privé. D'abord, parce que les lois étatiques, ça aujourd'hui c'est un point qui est acquis, les lois des États doivent être interprétées d'une manière conforme aux droits de l'homme. Mais de plus ou de surcroît, lorsqu'ils s'y prêtent, les droits de la personne humaine peuvent aussi, le cas échéant, trouver application dans des rapports privés. Je prends un nouvel exemple, emprunté à nouveau à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agit d'un arrêt concernant la France, rendu le 29 avril 1997, dans le cas de l'expulsion de France à destination de l'Amérique d'une personne qui avait été arrêtée à l'aéroport pour trafic de drogue. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme s'exprime dans ces termes. Je cite, « L'expulsion d'un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la Convention. Donc, engager la responsabilité de l'État en cause, au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, il courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. » En d'autres termes, dit la Cour n'exclut pas que l'article 3 de la Convention trouve aussi à s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Mais alors, encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée. Dans le cas d'espèce, la Cour a retenu que ce risque n'était pas établi. Mais elle a quand même posé le principe, un principe qui est demeuré depuis dans sa jurisprudence, principe selon lequel les droits de l'homme peuvent aussi impliquer la prise de mesures actives de la part des pouvoirs publics à certaines conditions, on l'a vu, lorsque les menaces susceptibles d'être portées à ces droits n'émanent pas seulement de l'État lui-même, mais de personnes ou d'entités privées. Nous voyons donc qu'à l'obligation de respecter vient, en droit contemporain, s'ajouter une obligation de protéger à l'égard de droits, des libertés. Ce sont les exemples que nous avons pris sur la base de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui relèvent pourtant d'une génération de droits de l'homme qu'on a très souvent associée à une simple obligation d'abstention. Aujourd'hui, cette dimension restreinte ne correspond plus à la réalité conventionnelle et judiciaire contemporaine.